Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour depuis Berlin, où moi, Andreas Kaufmann, je suis. Bonjour de Paris, où mes collègues Laetitia Mazurik et Charles Gancel ont rejoint cette webinaire. Monica Thiel va nous rejoindre un petit peu plus tard dans cette conférence. Tout au long, on va expliquer notre approche par rapport à la résilience. Merci d'avoir trouvé le temps dans un temps où vous avez certainement d'autres priorités, où vous avez des pressions, où vous avez une réunion après l'autre. Euh, et exactement ça, c'est le sujet, c'est la résilience. Dans une série de webinaires qui on a commencé dans l'approche de partager nos observations, nos expériences, euh, nos pensées, nos idées, tout au long de nos projets autour du monde avec vous, avec nos clients. On a essayé de trouver des fils rouges, de sujets qui préoccupent pas seulement un seul client par rapport à sa situation particulière, mais surtout qui sont des fils rouges à travers des différentes organisations, à travers des équipes et des individus qui les préoccupent. On commence aujourd'hui avec la résilience. On a deux autres programmés plus tard en novembre, une approche par rapport au changement, les convictions pour le changement, et en décembre, des sessions programmées pour approcher le thème du leadership de façon plus diversifiée et plus différenciée par rapport à des postures de leadership. Avant de commencer, peut-être une invitation tout au long de cette webinaire, où à la fin d'une présentation, on va aussi discuter vos questions. Vous êtes cordialement invités à poster vos questions, soit si vous êtes sur un ordinateur, en bas de votre écran, vous avez le bouton sur les réponses et questions. Si vous êtes sur un iPad ou d'autres outils mobiles, c'est plutôt à droite en haut de votre écran. Pourquoi la résilience? La résilience, pour être très court, et excusez-moi l'expression, la résilience est de plus en plus important parce que le monde déconne. Le monde devient plus complexe et la résilience, comme nous on le discute, c'est pas une capacité à survivre la pression, euh, une quantité immanageable de to-do qui attend d'être coché. C'est pas la capacité de résister au burn-out. C'est plutôt une vertu des individus, des équipes, mais aussi des organisations à survivre dans un contexte qui est de plus en plus complexe, qui est, où les réponses ne sont pas si simples. Et pour cela, peut-être Charles, tu peux partager dans cette webinaire aussi tes observations sur quels sont les sujets qui préoccupent aujourd'hui, mais aussi bien évidemment dans le futur, les entreprises, les équipes et les individus aujourd'hui. Très bien, bonjour à tous, ici Paris. Pourquoi est-ce qu'on a cherché à travailler sur la résilience? C'est d'abord à travers la collaboration avec nos clients, en les accompagnant dans des moments qui sont des moments de changement lourds, importants, et souvent très inattendus. Et c'est probablement ça qui est la caractéristique de cette période, c'est que les choses adviennent sur les marchés de façon extrêmement brutale. On en a des exemples dans l'hôtellerie avec Airbnb, pour les taxis avec toute la l'ubérisation de ces métiers. Et on voit très bien que les choses vont très vite et déstabilisent des plans entiers de marché. On est dans un monde qui est un monde que alors les optimistes parlent d'un monde plein d'opportunités. Les pessimistes actifs, dont moi je suis, parle d'un monde où il y a des menaces très sérieuses et qu'il faut être capable d'y répondre. Si on les regarde les unes après les autres, la première, évidemment, elle est partout, elle est le numérique, qui est une forme de sixième continent sur lequel les gens opèrent, où des marchés se créent, où même des monnaies circulent, qui sont des monnaies virtuelles. Et on voit bien qu'on a là un espace qui est un espace évidemment plein d'opportunités, mais qui
lorsqu'on est une très grande marque comme Thomas Cook, comme toutes les autres agences de voyage, se trouvent soudain extrêmement bousculées et dans leur cas jusqu'à fermer boutique et à se faire reprendre, on l'a appris la semaine dernière, la marque est reprise par les Chinois, un nouveau venu il y a 20 ans qui aurait pensé que la Chine allait reprendre Thomas Cook. C'est donc Foxconn qui a repris. Au-delà du business, on voit bien que le monde des affaires, le monde de l'industrie est en mutation extraordinairement rapide du fait du numérique, mais la biologie, la science du vivant est aussi touchée. On connaît aujourd'hui une situation qui est une situation absolument inédite dans l'histoire, même pas de l'humanité, mais de la vie, c'est-à-dire qu'une entité vivante, en l'occurrence l'être humain, a été capable, grâce à son langage informatique en réalité, à son langage numérique, a été capable de décoder son propre algorithme, c'est-à-dire son ADN, et a été capable d'intervenir dessus. Ça, c'est unique. Personne ne sait véritablement où ça nous conduit. Et les outils de régulation de cette situation aujourd'hui, internationaux, parce que c'est tout à fait transfrontalier, ces outils-là n'existent pas. Donc on rentre grâce au numérique, dans un monde d'opportunités considérables et de risques majeurs. Deuxième élément, c'est la globalisation, qu'elle soit contestée ou qu'elle soit appréciée et utilisée, la globalisation va rester. Et pourquoi? Parce que la grille, c'est-à-dire les satellites, les relais, les câbles sous-marins, toute cette infrastructure qui permet de communiquer sur un plan global ne va pas être démontée du jour au lendemain. Ce qui veut dire que la globalisation va continuer parce qu'elle est appuyée sur un système physique qui lui permet de continuer à se développer. Pour le meilleur, parce que pour une grande partie de l'humanité, ça a été une sortie de la pauvreté. Pour le pire, c'est-à-dire avec des chocs de culture qui deviennent de plus en plus des chocs politiques, des chocs de culture, des chocs religieux, qui sont de plus en plus violents, de plus en plus tendus et de plus en plus difficiles à résoudre. Donc on voit bien que cette globalisation doit rentrer dans notre réflexion dès qu'il s'agit de travailler sur un plan international. Évidemment, le climat, ça se réchauffe. Rare de trouver une bonne nouvelle là-dedans, en dehors du fait que la transition climatique, le réchauffement, va amener des marchés nouveaux. La transition écologique va créer des marchés, des emplois et une économie à elle seule. Pour autant, les conditions de vie vont devenir extrêmement compliquées et les seules opportunités qu'on peut voir émerger ici, ce serait peut-être pour le nord de la Sibérie, quelques nouveaux camps de vacances. On pourra aller passer l'été où ce sera le seul lieu où il sera supportable. Mais enfin, on fait face à cette situation-là. On sait que son coût va être considérable. On sait aussi que dedans existent quelques opportunités et peut-être une opportunité politico-économique dans la prise de conscience progressive qui se fait sur l'alerte du réchauffement climatique. Démocratie, ce modèle occidental, très occidental de démocratie qui a à la fois fonctionné en Occident et qui a ruisselé même jusqu'au sein des entreprises dans leur mode de gouvernance et dans leur mode de management, est mis en cause par une grande partie du monde. Sur cette carte, on voit le vert qui correspond plutôt aux démocraties telles que nous les connaissons ici, en Europe. Le bleu, ce sont ces démocraties ou non-démocraties très illibérales, où les modèles d'autorité sont des modèles extrêmement contraignants, pyramidaux. Et on voit bien sur la carte que le monde est coupé en deux sur ce plan-là. Et le monde bleu aujourd'hui, hormis l'Afrique, semble être quand même en meilleure forme sur le plan de sa philosophie politique que le monde vert. Donc il faut s'attendre là aussi à des remises en cause, qui sont des remises en cause philosophiques, politiques importantes et qui auront un impact sur la relation qui existe à l'intérieur des groupes et à l'intérieur des entreprises. Dernier point, l'autorité est en déclin, c'est une ancienne, on le sait, c'est vrai dans les familles, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai dans les États.
Et on voit en ce moment, partout dans le monde, toute une série d'événements où ce qu'on appelle le peuple, mais c'est difficile de le qualifier véritablement, se regroupe dans les rues pour râler sur la base de frustrations réelles très fortes, avec une demande de dignité plus forte, avec un espace de plus en plus large entre les élites gouvernantes, économiquement ou politiquement, et le reste de la population. Et le tout, et c'est ce qui d'une certaine façon boucle la boucle avec le numérique, étant formidablement appuyé par le potentiel, la potentialité qu'apportent les réseaux sociaux de se regrouper sans savoir véritablement si on se regroupe pour les mêmes raisons, mais qui met dans la rue, de façon relativement organisée, un nombre considérable de gens, ce qui a un effet très déstabilisateur pour les gouvernements et pour les États en place, comme on l'a vu déjà depuis 2011, avec les mouvements qui ont initié les mouvements dans les pays arabes. Donc on voit un tableau qui est un tableau quand même où on fait face à une série de ruptures, de disruptions, comme on dit, qui sont majeures, qui vont nous affecter tous, économiquement, philosophiquement, dans notre façon d'opérer à l'intérieur des entreprises, vis-à-vis de nos clients, etc. Alors pourquoi développer la résilience, au fond, pour traverser ces périodes? Un individu ou un groupe résilient a plus de chances de s'en tirer. Alors pourquoi cette capacité de rebond, réaction et rebond? D'abord, par rapport aux changements, et aux changements très rapides qui sont en train de prendre corps, il faut pouvoir réagir très vite, et on sait que la question de l'agilité est au cœur de la réflexion de beaucoup d'entreprises. Et capacité de rebond parce qu'au fond, quand on rentre dans un monde nouveau et qu'on prend des initiatives pour y réagir, on fait des erreurs, on réussit, on rate, et il faut être capable de rebondir après l'échec de façon la plus rapide possible pour pouvoir continuer à accompagner le changement tel qu'il est. Ce qui fait que développer la résilience, c'est en même temps un véritable un acquis compétitif. C'est un avantage. Ça permet d'être prêt avant d'autres, avant des concurrents, et donc de réagir plus rapidement au marché. Maintenant, lorsqu'on regarde une étude qui a été faite en Angleterre, Sarabande et Shapiro, quand on regarde cette étude, ils se sont intéressés à ce que sont les freins pour la résilience. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être moins résiliente, qu'un groupe va être moins résilient et va donc perdre ses moyens plus rapidement? On s'aperçoit que ce qui domine quand je vis des relations politiques difficiles à mon travail, c'est-à-dire relations politiques, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas respecté, ma dignité n'est pas reconnue. On reconnaît là, curieusement, et c'est le premier motif, on reconnaît là une revendication qu'on entend tous les jours dans ces groupes justement qui manifestent. Je ne suis pas reconnu. C'est une vision, ou en tout cas c'est un fait politique. Quand le rythme et le volume de travail dépassent mes limites, on est tous entourés de gens qui travaillent trop, qui considèrent qu'ils sont noyés, qui parlent de burn-out, et les burn-out existent. On voit bien qu'on a là quelque chose qui était très largement répandu dans les entreprises et qui est un facteur de diminution de la résilience. Quand je me sens critiqué personnellement, l'émotionnel négatif est un élément d'affaiblissement des personnes et des groupes. Quand mon travail me fait sortir de ma zone de confort, et Dieu sait si sortir de sa zone de confort va être le quotidien d'énormément de monde pendant très longtemps, le temps de terminer cette bascule qui est engagée dans le monde tel qu'il est en train d'évoluer. Donc on voit bien que ces éléments, qui sont des éléments qu'on rencontre tous les jours, sont des éléments qui pénalisent la capacité de résilience. Ça, c'est une chose qu'on a observée chez nos clients. Et à un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est intéressé à ce sujet il y a maintenant 5 ou 6 ans. Première chose qu'on a faite, c'est une étude, c'est-à-dire d'appeler nos clients, ceux en tout cas dont on avait pu observer qu'ils avaient traversé des périodes difficiles et s'en étaient sortis mieux que d'autres, pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait, ce qui avait été caractéristique dans leur approche
et qui leur avait permis de rebondir plus rapidement ou de se sortir d'un moment difficile plus rapidement. Donc on les a rencontrés, on les a appelés, à partir de quoi on a fait un très, très large questionnaire qui a été diffusé largement sur nos clients pour essayer de tirer des conclusions et de normer un peu l'ensemble du matériel, mettre dans l'ordre tout ce matériel qui avait été récupéré lors de nos entretiens et préalables. Et de ça, dans un deuxième temps, on a conçu un modèle que Laetitia présentera tout à l'heure, mais qui, d'une certaine façon, répond à la question sur quoi dois-je tirer, sur quel levier dois-je m'appuyer pour arriver à traverser ces périodes et m'assurer que nous en sortirons plus forts que nous ne l'étions avant. Et de ce modèle, on a tiré des éléments de mise en œuvre, de conseils, un questionnaire qui permet de définir toute une série de choses, et notamment un index de résilience d'une organisation. Ça vous permet de savoir où vous êtes et de savoir comment cette question de la résilience évolue, alors que, comme beaucoup d'entreprises, vous parcourez des périodes de changement importants et évidemment une intervention auprès des équipes, auprès des organisations qui permet de cibler par rapport au modèle quels sont les domaines, quels sont les points sur lesquels il faut se concentrer pour arriver à augmenter cet index de résilience et donc de traverser ces périodes de changement compliquées, complexes, difficiles, épuisantes, de la façon la plus sportive et la plus réussie possible. Voilà, voilà donc l'histoire et pourquoi la résilience. Je laisse maintenant la parole à Laetitia qui va parcourir pour vous et avec vous le modèle de résilience d'ICM. Alors, qu'est-ce qu'a montré notre étude ? Notre étude, elle a démontré que les individus et les équipes qui font preuve de résilience sont capables de mobiliser 4 grands types d'énergie. Chacune de ces énergies est fondamentale. Pour autant, à elle seule, elle ne peut pas construire une résilience dans la durée. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces 4 résiliences qui va faire qu'une équipe est résiliente ou ne l'est pas. La première de ces énergies a trait à la beauté de la clarté, the beauty of clarity, que j'aimerais illustrer au travers de l'exemple suivant. Nous avions contribué au rapprochement entre 2 entreprises pétrochimiques. Et tel que c'était présenté au départ, de façon très officielle, à la fois dans la presse et aux employés, c'était que c'était une fusion entre égaux. Sauf que le lendemain de cette annonce, eh bien, le logo et le drapeau d'une des entreprises a été scié dans le hall d'entrée face à tous les collaborateurs qui passaient par là. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a eu, totalement désastreux, où les employés se sont dit « mais alors, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit suivre le cap qui nous avait été donné jusqu'alors? Est-ce qu'on doit prendre celui de l'autre entreprise ou est-ce qu'il va y avoir encore autre chose ?» Donc, tout le monde s'est retrouvé complètement paralysé parce qu'il n'y avait pas de réponse claire, nette et précise à ce type d'interrogation. Et puis, on ne savait même pas dire exactement sur quel pied danser, avec quelle méthode de travail. Et donc, au fin des fins, la beauté de la clarté, c'est au final de donner justement une grande limpidité, une grande netteté à tout ce genre de questions, de permettre aux individus de savoir exactement l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le faire, en s'appuyant sur quel type de processus, sur quel type de clarté et sur quel type de pratique. Et donc, c'est cette capacité-là qui fait qu'on a le cap, on a la boussole, et donc, face à toutes les difficultés, on va savoir rebondir parce qu'on ne dérogera pas à ce cap-là, initial et bien ancré, et sur lequel les gens peuvent avoir une référence. Et c'est ça qui va leur permettre au final d'être clairs sur leur rôle, sur leur contribution, sur leur méthode de travail, à bien connaître les leurs, mais aussi connaître celles de leurs collègues et pouvoir ensemble mener le navire dans la direction qui est celle qui est souhaitée. La deuxième des énergies, c'est the power of drive.
Et l'exemple que je voudrais donner ici, c'est celui d'un groupe international pharmaceutique avec lequel nous avons travaillé à l'époque où ils se sont implantés au Brésil. Or, à cette époque-là, au Brésil, il y avait une pandémie qui touchait particulièrement les enfants. Assez rapidement, il est semblé évident que ce nouveau groupe, ce nouvel acteur sur le marché brésilien n'allait pas pouvoir contribuer à la résolution de cette pandémie. Sauf que le fondateur a déclaré, eh bien, nous aurons une usine capable de produire des vaccins dans 3 mois pour les enfants qui seraient les cibles potentielles de cette pandémie. Et ils l'ont fait. Et par là même, ils ont su démontrer leur capacité à embarquer à la fois physiquement et émotionnellement tous les collaborateurs vers un but commun et véritablement trouver le moyen de répondre à la difficulté. Ça décrit donc la capacité à se battre pour des convictions très profondes, des buts auxquels on croit, et grâce à cette énergie-là, d'être capable de surmonter le stress et les difficultés environnantes. Donc ça rejoint la beauté de la clarté dans la mesure où ces entreprises, où ces équipes sont très connectées à leur raison d'être, mais c'est aussi cette capacité à bien garder physiquement cette énergie pour se battre pour ce qui est le plus fondamental. La troisième des énergies, c'est la magie de l'inspiration. Alors, la magie de l'inspiration, the magic of inspiration, j'aimerais l'illustrer au travers d'un exemple totalement différent qui est celui du papier à bulles. Vous connaissez tous le papier à bulles, vous en utilisez lorsque vous déménagez pour protéger un certain nombre d'objets fragiles. Eh bien, ce papier à bulles, il a été créé par une entreprise qui produisait du papier et du carton. Et d'année en année, ils voyaient leurs chiffres diminuer, ils voyaient leur part de marché qui rétrécissait, et puis ils se sont bien rendus compte qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose. Or, la plupart des entreprises qui sont confrontées à ce genre de défi, elles vont réagir soit en étant totalement tétanisées, plus rien ne se passe. Face à la menace, on ne sait plus quoi faire. Ou alors, une frénésie qui fait qu'on fait encore plus ce qu'on sait déjà faire. Et on ne change pas le modèle. Or, cette entreprise-là, elle a été capable de se regarder elle-même les yeux dans les yeux, considérer ce qu'elle savait faire et ce qu'elle ne savait pas faire, mettre en cause ses croyances et véritablement se questionner sur son marché, sur ses habitudes, pour finalement être capable d'imaginer quelque chose de totalement différent que ce papier à bulles comparé à ses produits initiaux. Et donc là, ça renvoie très très clairement à la capacité à sortir du cadre, se poser des questions, mettre en question ses convictions et ses croyances, et ensemble être capable de sortir du cadre, faire preuve d'agilité et finalement rebondir. C'est aussi la capacité à apprendre de ces expériences, plutôt que de continuer à avancer telle une bête féroce, mais véritablement de se dire, si on regarde nos succès et nos erreurs passées, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend sur les choses différentes que l'on devrait être capable de faire? Et la dernière énergie, eh bien, ce sont the bonds of solidarity, donc les liens de la solidarité. Et là, sur les liens de la solidarité, j'aimerais partager l'exemple d'une compagnie d'assurance française, mais aussi implantée un peu partout dans le monde. Mais en l'occurrence, on travaillait avec la filiale en France, au moment où ils avaient été rachetés par une entreprise britannique. Et naturellement, dans cette situation-là, les gens dans les équipes se tournaient vers leur manager. Nous, on travaillait particulièrement avec le département en charge des assurances incendie. Et le manager en question, face à ses équipes, il se rendait compte qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Il n'avait pas beaucoup de réponses aux questions que les équipes avaient. Par contre, il était convaincu d'une chose, c'est qu'il ne pouvait pas les laisser dans le flou. Aussi a-t-il organisé tous les jours à 17h le thé. Le thé auquel participaient toutes les personnes de son département. Et au cours de ce moment-là, ils étaient à même de partager leurs interrogations, leurs inquiétudes,
d'imaginer ensemble à quoi pourrait ressembler le futur, de aussi construire des scénarios possibles, de mettre en commun toutes les bribes d'informations qu'ils avaient pu collecter d'ici et d'ailleurs, et finalement, par ce processus-là, à véritablement construire une équipe forte, soudée, et prête alors à faire face à n'importe quelle surprise. Et donc, c'est de cela dont on parle, c'est cette capacité à s'entraider, à interagir face à la difficulté, à se poser des questions, à être capable de parler avec grande honnêteté, grande transparence de ses inquiétudes, de ses faiblesses, de ses erreurs, d'être capable aussi de traiter les conflits avec honnêteté, collectivement. Et c'est cela qui fait que dans le temps, une équipe est capable de construire un vrai soutien mutuel et de le maintenir dans la durée. Alors ça, c'était ce qu'on avait trouvé au travers de cette étude en matière de résilience collective, donc la beauté de la clarté, la puissance de l'entraînement, la magie de l'inspiration et les liens de la solidarité. Alors maintenant, la question, c'est comment ça se traduit à un niveau individuel. À un niveau individuel, on retrouve également la clarté parce que face à la pression et au stress, les individus, je l'évoquais tout à l'heure, ont tendance à être tétanisés et à se sentir très démunis. Et donc l'enjeu, c'est de reprendre le contrôle sur la situation au travers de la clarté et de particulièrement être capable de poser le problème, de le formuler et de pointer du doigt également en quoi c'est un écueil, en quoi c'est un enjeu pour soi personnellement, compte tenu de son histoire, compte tenu de ses capacités, compte tenu de ses croyances également. Et donc, au travers de ce pilier-là, nous, ce qu'on fait lorsqu'on accompagne les individus, c'est de les aider au travers en apportant un certain nombre de méthodes qui leur permettent de prendre du recul, de questionner leurs croyances limitantes, de décoder leurs émotions et leurs réactions, de manière à pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre du factuel, du réel, et ce qui est de l'ordre de l'interprétation. Une fois que cette clarté a été apportée et que le problème est ramené à quelque chose de gérable, il est nécessaire cette fois-ci d'imaginer des options. Et l'enjeu là, c'est d'en produire un maximum, le plus possible. Pourquoi le plus possible? Parce que c'est ainsi qu'on libère le potentiel de chacun et qu'on donne le sentiment à chacun qu'on a la liberté d'agir. Et donc, ça redonne véritablement le sentiment que face à un problème, eh bien, il y a toujours une solution. Et que cette solution, qui plus est, elle va venir de soi-même. Donc, à cette deuxième étape-là, nous, on apprend à nos clients à gérer leurs défis, à formuler de façon ferme mais constructive leurs besoins, à négocier un modus operandi qui soit acceptable à la fois pour eux et pour les autres. Alors, tout ça, c'est bien beau, on a peut-être généré pas mal d'options, pour autant, est-ce qu'on va avoir l'énergie, l'appétence pour y arriver, pour le faire, pour les mettre en œuvre? Et là, on voit que c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on a beau avoir dans la tête une très bonne idée, les gens ne vont pas suivre. Donc vraiment, l'enjeu ici, c'est de faire en sorte que chacun puisse être reconnecté à une énergie positive, une confiance en soi, qui va faire que ces belles options ne vont pas rester simplement belles sur le papier, mais vont véritablement porter leurs fruits. Et là, ce qu'on fait avec nos clients, c'est de leur apprendre à saboter leurs saboteurs, à se mettre face à leurs croyances limitantes, donc ces fameux saboteurs, et de les questionner pour reconnaître leur potentiel, faire grandir l'estime de soi et capitaliser là-dessus. En gardant en tête qu'il y a des connexions importantes à avoir et qu'on n'est pas seul face à la difficulté et face au stress. Et il est important de se rendre compte que face aux difficultés, il y a des personnes auxquelles on peut faire appel, il y a des personnes qui peuvent être source d'informations. Et l'enjeu là, c'est de savoir à la fois les repérer et construire les réseaux pour y avoir accès, mais aussi pour entretenir ces relations sur le long terme.
Et dernièrement, c'est aussi important de faire en sorte que les personnes soient non seulement capables de reconnaître ces réseaux, de les maintenir, mais aussi d'y faire appel. Parce qu'il peut y avoir cette petite phrase qui vient dans la tête de « tu dois bien pouvoir te débrouiller tout seul ». Et là, c'est véritablement aussi de questionner cette croyance limitante pour profiter à fond de cette complicité qui est absolument fondamentale. Donc, clarté, option, énergie, connexion, c'est la traduction de ce qu'on a vu au niveau collectif, mais à un niveau individuel. Puisqu'effectivement, les personnes qui bénéficient de nos interventions sont soit, comme j'ai pu le montrer dans les exemples que j'ai partagés, des larges groupes, c'est-à-dire des entreprises ou des départements de façon globale. Ça peut être aussi des équipes plus resserrées, plus ciblées, entre 8 et 15 personnes. Et enfin, des individus, au travers d'accompagnements plus individuels ou de séminaires qui vont réunir des personnes qui viennent de différents horizons, qui n'appartiennent pas à une même équipe, mais qui, malgré tout, font face, elles aussi, à cet enjeu de résilience. Je vais maintenant passer la parole à Monica, qui, elle, va vous dire plus clairement et plus en détail, effectivement, qu'est-ce que nous faisons dans nos interventions. Merci Laetitia, merci Charles. Effectivement, le processus, si vous vous demandez comment on avance avec nos clients, le processus contient 5 étapes différentes. Une première où, effectivement, on va d'abord questionner le leader de l'équipe et du département. Quels sont réellement les enjeux? Quel est réellement le contexte dans lequel la résilience est absolument nécessaire? Alors, première intervention, avant, parler aussi avec un échantillon de membres de l'équipe ou du département pour mieux cerner aussi des incidents critiques à lesquels les uns des autres ont déjà fait face, où la résilience était un élément manquant, pour mieux comprendre effectivement aussi leurs attentes et, comme dans chacune de ces éléments dans le processus, de s'aimer déjà un peu la graine de tout ce qui nécessite qu'on est plus en phase avec des éléments critiques pour la résilience. Ça veut dire on voit déjà à la suite de cette intervention qu'il y a quelque chose qui commence à changer. Troisième étape, et effectivement notre questionnaire, Charles a déjà fait référence à un questionnaire qui est online, qui contient 36 questions de nature très différente parce qu'on l'interroge des participants à différents niveaux. D'un côté, par rapport à eux-mêmes et leurs actions, mais deuxièmement aussi par rapport à l'action de l'équipe dans son ensemble. Et troisièmement aussi de l'action venant principalement de leaders de l'équipe. Normalement, ce questionnaire prend à peu près une vingtaine de minutes à remplir et nous permet, à partir de ces résultats, d'organiser effectivement un workshop d'à peu approximativement 2 jours. Et on ne partage pas seulement des résultats, mais c'est qu'on regarde également qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur des leviers sur lesquels on peut s'appuyer, sachant bien que chacun des piliers que Laetitia venait présenter est en fait détaillé avec différentes notions et on regarde spécifiquement ces notions-là pour mieux comprendre alors qu'est-ce qu'on a déjà, mais aussi qu'est-ce qui reste encore à développer. Quelles sont aussi des raisons pour lesquelles ça n'est pas encore en place et à partir des exercices et un travail collectif qu'on organise, d'identifier effectivement quelques actions qu'on peut mener et qu'on va poursuivre grâce à une dernière étape, un Skype call à peu près 2 mois après le workshop. Alors la phase 1 jusqu'à 4 typiquement prend autour de 6 semaines, juste pour vous donner une grandeur de l'échelle du temps. Alors, peut-être c'est intéressant aussi de regarder à ce stade comment nous avons organisé le rapport qu'on produit à la suite du questionnaire. Alors, Charles a déjà fait a présenté déjà un peu l'idée d'index, ça veut dire permettre aux individus, à l'équipe,
mais aussi un département, d'avoir quelque chose de mesurable, tangible. Vous voyez ici la présentation qu'on utilise pour montrer où se place l'équipe à partir de leur index de résilience sur une échelle de rouge jusqu'à vert. La deuxième partie, c'est vraiment un retour sur où on est sur chacune des 4 piliers. Là, un ensemble de questions qui détaillent effectivement chacun des thématiques. Mais là, on voit déjà aussi où il faut davantage travailler pour avancer. Sachant bien qu'une haute résilience ne va pas automatiquement protéger des équipes devant toutes les anomalies qui peuvent arriver et des incertitudes dans un marché. Et pour autant, avec une plus forte résilience, la possibilité de rebondir et s'adapter par rapport à des changements est évidemment d'être plus grande. À la suite, le rapport donne par thématique un retour sur qu'est-ce qui est vraiment en place et qu'est-ce qui reste encore à développer pour qu'à la suite, à partir d'un mapping, on voit effectivement très concret où est-ce qu'il faut focaliser toute l'attention de l'équipe. Alors, le bénéfice d'une approche telle qu'elle, très clairement, c'est d'abord d'avoir quelque chose de tangible dans la main. On ne parle pas uniquement d'une impression, on parle vraiment de quelque chose de mesurable et aussi mesurer le progrès dans le temps. De la même manière, ça aide à aligner les efforts de l'équipe et de créer un langage commun quand on parle effectivement de levier par rapport à la résilience. On est tous d'accord, de la même manière, on se focalisait aussi sur les quelques actions qu'il faut encore mener. Alors, vraiment être en phase, ciblée, concentrée. Et dernière partie, c'est vraiment d'avoir un plan de développement sur lequel on peut organiser les actions de l'équipe, mais aussi poursuivre. Pour conclure un peu sur des objectifs et des bénéfices, il y a quand même une de conviction qui pousse notre travail avec des individus autant qu'avec les équipes. C'est en fait, grosso modo, qu'on a tout ce qu'il faut. Ça veut dire qu'on a toutes les capacités en nous pour être résilient. La seule chose qu'il faut créer à partir d'un tel événement, de telles actions, c'est de créer l'accès à ces capacités. Et c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pas un corps malade. Il y a d'abord créé un accent et un accès à ces talents qui sont en nous et dans toutes les équipes. Voilà, pour conclure un peu, je passe la main à Andreas pour aussi conclure un peu sur l'aspect de ICM et Public en tant que l'ensemble. Merci beaucoup. Merci Monica, merci Laetitia, merci Charles. Avant de passer à vos questions, donc certains d'entre vous ont déjà trouvé le bouton. Vous êtes invités à poster vos questions. Ils ne sont que visibles par nous, donc il y a la confidentialité qui est garantie. J'aimerais bien faire juste la petite pub pour nous après le modèle de résilience et vous donner aussi le temps de réflexion par rapport à vos questions. Donc, si vous pouvez passer au prochain slide, parce que je n'ai pas la main ici, là-dessus. Quelques mots sur ICM et sur le groupe Pavlik. Il y a une chose qui nous réunit dans le groupe Pavlik, qui est présent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Chine, en France, un peu partout dans le monde, c'est la croyance et la conviction que c'est l'être humain qui fait la différence. C'est les personnes, les individus, l'homme avec un grand H qui fait qu'une stratégie, une organisation commence à marcher. Vous pouvez avoir une très bonne stratégie sans les personnes derrière, sans les équipes qui travaillent ensemble, vous n'allez pas réussir. Et basé là-dessus, on a créé trois types d'activités. Le premier, c'est trouver les bonnes personnes, c'est-à-dire trouver, identifier et onboarder le talent. C'est le chercher, mais aussi donner du conseil aux entreprises, comment structurer tout le talent acquisition, c'est-à-dire tout le recrutement et le onboarding des personnes. Deuxième activité, c'est une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes, c'est de développer. Parce que vous pouvez avoir des talents, mais il faut qu'ils restent à jour, ils
mis sur de nouvelles compétences, ils sont entraînés et formés et accompagnés dans leurs compétences. Donc, c'est bien évidemment la formation, mais c'est aussi le coaching et le mentoring des différents individus. La troisième activité, c'est la transformation. Ce qui est notre focus aussi aujourd'hui, c'est la transformation organisationnelle et culturelle des entreprises, c'est-à-dire comment on fait les choses pour donner l'espace et les possibilités aux individus aussi de mettre leurs compétences et leur excellence pour l'entreprise et pour l'équipe. Tout cela, il y a différents niveaux. C'est un changement culturel au sein d'une organisation, d'une coopération, de l'entreprise, que ce soit dans des situations de fusion-acquisition, que ce soit au sein d'une nouvelle stratégie, mais aussi simplement au changement d'un nouveau leader qui veut laisser sa signature, qui bien évidemment a un impact sur la façon de travailler, la façon de coopérer. Ça a un impact sur l'entreprise dans son ensemble et on soutient les entreprises dans ces voyages. On travaille avec des équipes qui, on entend très souvent, travaillent dans des silos qui ne sont pas suffisamment alignés. Je déteste le terme, on fait de team building. On essaye de trouver des processus qui permettent d'aligner les différents individus dans une équipe pour mieux travailler ensemble, pour être efficace, mais aussi pour prendre le plaisir de venir au travail et de mettre en place la mission de l'équipe. Et le troisième niveau, c'est les individus, c'est la formation, c'est le coaching, c'est le développement du leadership. On a développé avec l'Institut de Max Planck un assessment qui permet à identifier pas seulement les forces et faiblesses, mais aussi à conseiller les individus, à trouver les leviers, pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui et comment je peux progresser. C'est-à-dire, c'est aussi des conseils plus orientés vers un voyage de développement et pas seulement un constat où je suis aujourd'hui. Donc, ces différents axes d'intervention et les différents niveaux, c'est en gros ce qui nous préoccupe et ce qui nous fait plaisir au sein du groupe Pavlik et ICM à Paris. Avant de clôturer la session, j'aimerais bien passer à vos questions. Donc, passer du temps, peut-être, je vous laisse 30 secondes à chacun à réfléchir si vous avez des questions, soit sur le modèle, mais aussi sur la façon comment nous, on travaille dessus, les différentes étapes qui emmènent les processus ou d'autres questions autour de la résilience. Temps de réflexion, de poster. Peut-être une première question qui est venue aussi au sein du webinaire. Chaque fois, on fait le webinaire en anglais et en français. Donc, si vous voulez aussi recommander ce webinaire à d'autres personnes, il en existe aussi une version en anglais, aussi pour les prochains. Et dans le dernier, il y avait pas mal de questions, bien évidemment, autour du prix. Combien ça coûte une intervention comme ça. Et bon, on est des consultants, donc notre réponse standard, c'est bon, ça dépend. Mais pour être plus précis, ça dépend de la taille de l'équipe, bien évidemment. Ça dépend de la sorte d'intervention que vous voulez, parce que c'est pas le questionnaire en soi qui va faire la différence. C'est le processus, et Monica a présenté. Et on se situe entre 8 et 15 000 euros, dépendant à combien de personnes a interviewé, à combien de personnes participent dans le questionnaire et la complexité de l'intervention que vous souhaitez et les objectifs que vous voulez atteindre. Ça pour cadrer un peu. La durée, Monica a déjà dit, c'est entre 6, peut-être 8 semaines. Si c'est très urgent, on peut toujours trouver un fast track sur les processus. Donc ça pour les cadres classique.
Alors, nous avons aussi reçu une question. Comment prenez-vous en compte l'intelligence émotionnelle des managers? Problème majeur dans les entreprises. Alors, effectivement, c'est totalement lié puisque l'intelligence émotionnelle, elle est au cœur du modèle. Il est à la fois important de savoir quelles sont ses capacités, ses atouts personnels, ses leviers individuels, mais aussi capable de reconnaître le même type d'informations chez les autres et de pouvoir les mailler. Il se trouve que, alors tout dépend du modèle qu'on utilise, parce qu'en matière d'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs modèles. Mais si on fait référence, par exemple, au modèle MHS, le Emotional Quotient 2.0, la résilience est une des dimensions. Alors, il arrive aussi assez régulièrement que lorsqu'on travaille avec les équipes, on adjoigne à nos projets un module qui soit spécifiquement sur l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est particulièrement lorsqu'on voit les réponses à notre questionnaire sur la résilience, on voit assez rapidement, puisqu'on est capable de mailler, de croiser à la fois les dimensions d'intelligence émotionnelle et les dimensions de résilience. On est capable de repérer quels sont les leviers d'intelligence émotionnelle qui ne sont pas adressés ou suffisamment adressés dans les équipes, ou seuls ceux qui sont au contraire très présents. Donc, on va savoir également quels sont les outils, quelles sont les techniques, quels sont les exercices qu'on va intégrer dans notre programme pour pouvoir véritablement répondre à cette question-là. Parce que les deux sont, une fois encore, très intrinsèquement liés. Je vois aussi, il y a une question sur notamment le leadership. De quelle mesure est-ce qu'il faut avoir aussi une action spécifique avec le leader en préalable ou pendant tout ce processus? C'est tout à fait vrai. Évidemment, le leader a un rôle très important et d'ailleurs, ça va faire sujet d'un de prochains webinaires parce qu'on regarde justement l'approche ou les différentes perspectives de leadership. Néanmoins, ce qu'on fait habituellement, c'est que j'avais déjà évoqué en premier lieu, on a un face-à-face avec le leader et on fait en parallèle de l'action collective aussi un travail individuel, plutôt de l'accompagnement du leader pour justement savoir dans quelle mesure lui, il peut être un levier, de la même manière aussi un point bloquant par rapport au développement de la résilience au sein de son propre équipe. Mais sa posture est absolument clé, effectivement. De quelle manière peut-on au mieux accélérer la transformation de l'organisation et les individus, travailler le leadership sans augmenter encore la surcharge des équipes? Ne risque-t-on pas d'alimenter les problèmes que nous cherchons justement à résoudre en travaillant la résilience? Toujours plus haut, toujours plus. Alors là, c'est vraiment une question de priorisation. C'est-à-dire que si on se rend compte que la résilience est le point de blocage le plus important, c'est par là qu'il faut commencer. Et il faut se focaliser là-dessus. Parce que si la résilience n'est pas là, à ce moment-là, on n'arrivera pas à régler les autres problèmes. Et effectivement, ce sera de l'empilement. C'est-à-dire, si on pense que la résilience, c'est simplement un truc qui vient par-dessus le reste, alors à ce moment-là, on va effectivement générer plus de problèmes que d'apporter des solutions. Par contre, c'est de dire, c'est ça la clé d'entrée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura véritablement pointé les écueils, mais aussi les forces d'une équipe, là, on pourra installer une base solide sur laquelle on pourra adresser le reste des questions, que ce soit leadership ou autre. D'ailleurs, ça me permet de rajouter un point quand tout à l'heure, j'ai parlé des liens de la solidarité. Il est important de préciser que ça nécessite du temps et de l'espace. C'est-à-dire que imaginez qu'on va pouvoir créer des connexions, créer les liens de la solidarité uniquement au travers d'un petit team building ouvert une fois tous les 100 000 ans, ça ne va pas aider. Ça va même avoir un effet contraire, exactement comme ce que vous évoquez dans votre question, c'est-à-dire que ça va vraiment donner le sentiment d'un pansement sur une jambe de bois. Ça nécessite véritablement de créer l'espace pour ça. Donc là aussi, c'est vraiment,
on ne travaille pas la résilience, même si le processus que vous a proposé tout à l'heure Monica séquence bien avec différentes actions. Ça ne veut pas dire qu'on a fait un workshop de 2 jours avant une étude et puis voilà, c'est réglé. Non, ça doit s'entretenir, ça doit véritablement s'inscrire dans la durée pour que réellement ça ne s'empile pas, ça ne résulte pas en une surcharge, mais au contraire fluidifie véritablement les choses. Peut-être pour rebondir sur ce que Laetitia vient de dire, le but de ce processus de résilience et d'un workshop sur la résilience n'est pas d'avoir une liste supplémentaire de to-dos et de projets. Le but, c'est de changer l'énergie de l'équipe. Donc, il y a d'autres formats où le but stratégique est vraiment sortir des projets stratégiques où il y a des gens qui sont dessus et ils ont après une clarté quoi faire et quoi adresser et où trouver des solutions. Le processus de résilience, c'est augmenter l'énergie par rapport à la clarté où on va, par rapport à l'énergie collective, par rapport à de nouvelles approches qui sont aussi à remplacer des anciens. C'est-à-dire, on travaille beaucoup avec des stop lists aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrête de faire et pas on ajoute. Et finalement, bien évidemment, par rapport à la collectivité, c'est-à-dire cette aide mutuelle pour réduire cette impression que c'est encore plus et plus et plus. La résilience est un chemin personnel et le fait d'en faire un levier de performance dans l'entreprise ne porte-t-il pas en soi l'effet contraire? Alors, c'est un chemin personnel, c'est vrai, et malgré tout, c'est quelque chose qui se porte ensemble. La question, elle est, dans une équipe, si vous avez quelques individus, ou voire même tous les individus qui, à titre personnel et individuel, sont résilients, ce n'est pas ça qui va faire une équipe résiliente. Ce n'est pas l'addition des résiliences individuelles qui fait la résilience d'équipe. Et la question, elle est là. Elle est fondamentalement de quoi a besoin aujourd'hui une entreprise. Ça renvoie à ce que Charles a présenté au départ. Ça demande de pouvoir faire face, réagir face à des contraintes, face à des menaces ou des opportunités, si on veut être plus positif, qui sont un fait établi et impossible à contredire dans le monde actuel. Donc la question de savoir comment on réagit par rapport à ça, elle est vraie et elle ne peut pas être mise en cause. L'idée n'est pas de faire un levier de performance pour faire un levier de performance. L'idée, c'est de faire en sorte que chacun survive et trouve sa manière de vivre de façon soulagée, fluide, positive, dans un monde qui est de toute façon un monde de plus en plus secoué, de plus en plus menaçant. D'ailleurs, peut-être juste un commentaire aussi de mon côté. La résilience, un peu comme le sujet aussi de la bienveillance d'ailleurs, ou du bien-être, ce n'est pas juste une activité qu'on peut cocher en se donnant bonne conscience et à la suite simplement ajouter encore plus sur la charge de travail. L'idée, c'est effectivement de travailler la capacité en même temps que de regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans le processus, comment une équipe travaille ensemble, est-ce que les priorités sont de bonnes priorités. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement la capacité d'individu qui va être augmentée, mais c'est aussi la façon que l'équipe utilise son temps et vraiment focalisée sur de bonnes priorités qui va être regardée. Voilà, je pense là, il y a encore d'autres questions qui viennent, mais je regarde aussi un peu le temps. Je propose éventuellement aussi qu'on réagit à la suite des uns des autres qui ont aussi montré leur nom. Comme ça, on n'est pas obligé de vous garder encore plus longtemps. Andreas, peut-être juste une dernière... Voilà, dernier rappel par rapport aux prochaines dates. Merci d'avoir trouvé le temps aujourd'hui. Le 18 novembre en anglais et le 25 novembre en français, les convictions pour changer.
et le 12 décembre en anglais et le 17 décembre en français, une approche plus différenciée par rapport au leadership et leadership positions. Merci d'avoir trouvé le temps aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de questions, plus de clarifications. On va poster aussi la vidéo sur les canaux sociaux. Donc, si vous voulez recommander la vidéo à d'autres, vous êtes les bienvenus. Aussi pour les prochains webinaires, si vous voulez faire un peu de publicité pour nous. Merci beaucoup. Merci pour être là, pour être avec nous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.